Dans ce chapitre, intitulé Dissolution et solvatation, nous allons voir la notion d'électronégativité d'un atome et son rôle dans le caractère polarisé d'une liaison. Lorsque deux atomes identiques sont liés par une liaison covalente, le doublet d'électrons liants est réparti de façon symétrique entre les deux atomes identiques. Cependant, certains atomes ont plus tendance que d'autres à attirer les électrons de la liaison. On dit qu'ils sont plus électronégatifs. L'électronégativité des atomes évolue selon la position des éléments chimiques dans la classification périodique. Cette électronégativité augmente de gauche à droite le long d'une même période de la classification. Elle augmente également de bas en haut le long d'une colonne. Les éléments les plus électronégatifs sont donc situés en haut à droite de cette classification périodique sans tenir compte de la colonne des gaz inertes. Une liaison entre deux atomes sera dite polarisée si les deux atomes liés ont des électronégativités différentes. En effet, les électrons de la liaison ne sont alors pas répartis de manière symétrique entre les deux atomes, ils sont globalement plus proches de l'atome le plus électronégatif, ici l'atome B, qui porte alors un excès de charge négative noté delta-, alors que l'autre atome, ici l'atome A, portera donc un défaut de charge négative que l'on notera delta+. Si les deux atomes sont identiques ou s'ils ont une différence d'électronégativité trop faible, la liaison sera dite non polarisée. Une molécule est dite polaire si elle contient une ou plusieurs liaisons polarisées, mais également si les centres géométriques des delta+ et des delta-, que l'on note G+ et G-, ne coïncident pas. Prenons l'exemple de la molécule d'eau H2O dans laquelle l'atome d'oxygène est plus électronégatif que les atomes d'hydrogène. Cet atome d'oxygène attire donc les doublets d'électrons liants vers lui, ce qui fait qu'il porte une charge de delta-, alors que chaque atome d'hydrogène porte une charge delta+. Ainsi, le centre géométrique des delta- est situé au niveau de l'atome d'oxygène, alors que le centre géométrique des delta+ est situé entre les deux atomes d'hydrogène. La forme géométrique de la molécule d'eau dans l'espace lui confère donc un caractère polaire. Voyons maintenant l'exemple de la molécule de dioxyde de carbone, CO2. Dans cette molécule, les atomes d'oxygène sont plus électronégatifs que l'atome de carbone. Ils possèdent donc une charge delta-, alors que le carbone possède une charge de delta+. Les centres géométriques G+ et G- sont tous deux situés au niveau de l'atome de carbone du fait de la forme linéaire de la molécule de CO2 dans l'espace. Ainsi, la molécule de CO2 n'est pas polaire, on dit qu'elle est apolaire puisque les centres géométriques G+ et G- coïncident. Un solvant sera dit polaire s'il est constitué de molécules polaires. Voyons l'exemple de l'éthanol. Dans cette molécule d'éthanol, deux liaisons sont polarisées, la liaison CO et la liaison OH. En effet, l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone et que l'atome d'hydrogène. Il porte donc une charge de delta-, avec un centre géométrique G- situé au niveau de l'atome d'oxygène. Les atomes de carbone et d'hydrogène portent, eux, des charges delta+, avec un centre géométrique G+, situé entre ces deux atomes de carbone et d'hydrogène. Le caractère coudé de ces liaisons CO et OH font que les deux centres géométriques G- et G+ ne coïncident pas. La molécule d'éthanol est donc une molécule polaire et le solvant éthanol sera un solvant polaire. Voyons maintenant l'exemple du tétrachlorométhane, CCl4. Ce CCl4 possède 4 liaisons polarisées puisque l'atome de carbone est moins électronégatif que les 4 atomes de chlore. Les atomes de chlore portent donc des charges delta-, et l'atome de carbone porte une charge 4 delta+. Cependant, la forme géométrique régulière de cette molécule de CCl4 fait que les centres géométriques G+ et G- sont tous deux situés au même endroit, au niveau de l'atome de carbone. La molécule de tétrachlorométhane est donc une molécule apolaire et le tétrachlorométhane sera un solvant apolaire. Voyons maintenant comment s'effectue la dissolution
d'un solide ionique et le rôle qu'y joue le solvant. Un solvant polaire pourra dissoudre des espèces chimiques polaires ou ioniques. En effet, la dissolution d'un solide ionique se déroule en 3 étapes. Dès la mise en solution, des interactions électrostatiques apparaissent entre les molécules du solvant polaire et les ions du solide. Ces interactions électrostatiques fragilisent la structure cristalline du solide en affaiblissant les interactions électrostatiques qui avaient lieu entre les ions. C'est ce que l'on appelle la dissociation. Ensuite, les molécules de solvant entourent chaque ion et le stabilisent. Elles s'orientent de façon à présenter leur pôle de signe opposé face à la charge de l'ion. C'est ce que l'on appelle la solvatation ou encore hydratation lorsque le solvant est de l'eau. Enfin, il y a la phase de dispersion, au cours de laquelle les ions solvatés ne sont plus en interaction les uns avec les autres, puisque stabilisés par la molécule de solvant, ils s'éloignent alors les uns des autres et se dispersent. Bien que n'étant pas une réaction chimique, une dissolution peut se modéliser par l'écriture d'une équation de dissolution. En effet, tous les ions du solide ionique dissous se retrouvent dans le solvant. La conservation des éléments et des charges lors de cette dissolution est traduite par l'équation de dissolution. L'équation de dissolution d'un solide ionique dans l'eau s'écrit de la façon suivante. À gauche de la flèche, on mettra la formule du solide ionique avec l'état de la matière en indice et entre parenthèses. À droite de la flèche, on écrira les formules des ions hydratés avec leur état de la matière entre parenthèses et en indice. Voyons l'exemple de l'écriture de l'équation de dissolution du fluorure de calcium CaF2 dans l'eau. À gauche de la flèche, on trouve bien la formule du solide ionique CaF2 solide et à droite de la flèche, on trouve les formules des ions qui constituent ce solide ionique Ca2+ en solution aqueuse et F- en solution aqueuse. Le solide fluorure de calcium étant électriquement neutre, la solution sera également électriquement neutre et on voit bien que une molécule de CaF2 aura libéré un ion Ca2+ pour 2 ions F-. La concentration molaire C d'une solution correspond à la concentration molaire en soluté dissous. Cette concentration est donnée par la relation petit n sur V sol, dans laquelle petit n correspond à la quantité de matière de soluté dissous en mol, V sol correspond au volume de la solution en litres, et C sera la concentration molaire en soluté dissous exprimée en mol par litre. Or, si nous reprenons l'exemple de l'équation de dissolution du fluorure de calcium dans l'eau, nous voyons bien que 1 mol de CaF2 libère 1 mol d'ion Ca2+, mais 2 mol d'ion F-. Ainsi, la quantité de matière de soluté dissous n'est pas égale à la quantité de matière de l'ion F- en solution, ce qui nous permet de dire que la concentration en soluté dissous, N sur V sol, sera différente de la concentration de l'ion F- en solution. En effet, la concentration molaire des ions en solution peut être différente de la concentration molaire en soluté dissous. On définit une nouvelle concentration appelée concentration molaire ionique d'une espèce ionique en solution. Elle se notera par la formule de l'ion entre crochets et sera donnée par la relation Nx sur V sol, dans laquelle Nx correspond à la quantité de matière de l'ion en solution, exprimée en mol, V sol correspond au volume de la solution en litres, et X entre crochets correspondant à la concentration molaire ionique de l'espèce ionique considérée en mol par litre. Voyons maintenant comment s'effectue la dissolution d'un solide moléculaire. Un solide moléculaire tel que le saccharose peut être constitué de molécules polaires. C'est le cas ici dans la molécule de C12H22O11 du fait des nombreux groupes OH de la molécule. Ces solides moléculaires polaires peuvent être solubles dans des solvants polaires. En effet, des interactions de Van der Waals s'établissent entre les molécules polaires du soluté et les molécules polaires du solvant. Si le solvant est l'eau, des liaisons hydrogènes peuvent également s'établir
entre les molécules d'eau et les molécules de soluté polaire. Lorsqu'un solide moléculaire est constitué de molécules apolaires, il est généralement soluble dans un solvant apolaire. Voyons maintenant le cas de molécules particulières, les molécules de tensioactifs. Ces molécules sont constituées de longues chaînes carbonées, insolubles dans l'eau car apolaires. On parle de chaînes carbonées hydrophobes. Elles possèdent également une tête dite hydrophile, constituée d'un groupe d'atomes solubles dans l'eau, car polaires. Ces molécules de tensioactifs sont notamment utilisées dans les savons. Leur partie hydrophobe est soluble dans les corps gras. En effet, les corps gras tels que l'huile sont des solvants apolaires qui permettent donc de solubiliser la partie apolaire de la molécule. On parle d'une partie lipophile. Ces molécules de tensioactifs permettent alors d'éliminer les corps gras du tissu en les entraînant dans l'eau grâce à leur tête hydrophile.